Dans les Hauts-de-France, la force et le cœur des femmes qui créent un nouvel essor. Elles bâtissent leurs rêves avec passion, une vague d'idées, une belle moisson. Les femmes s'inventent, les femmes s'inventent. Hello les aînés, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Les femmes savantes. Avant de mettre en lumière les créatrices que j'admire, j'ai choisi de me prêter au jeu. Et je vous avoue, sortir de l'ombre n'est pas mon fort, mais l'exemple doit commencer par soi-même. Alors je vais me présenter, je m'appelle Virginie, j'ai 39 ans, je suis l'aînée d'une sororie de 2 demoiselles. Et au niveau de mes origines, j'ai l'habitude de dire que je suis à moitié polonaise, un quart vietnamien, un quart breton, sans mauvais jeu de mots. Je suis native de Dunkerque et je suis très fière de mes origines. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis lilloise, mais je reste dunkerquoise dans le cœur et très attachée à l'histoire de ma région. En ce qui concerne mon parcours, il est très atypique. Et on a souvent l'habitude de me dire que je suis comme un chat, j'ai plusieurs vies. D'ailleurs, j'ai 2 compagnons de travail, Moon et Pin-Up, qui m'accompagnent et qui m'assistent régulièrement dans mon travail. Alors, parmi les différentes vies, la première, c'est dans l'informatique. J'ai une mère qui était informaticienne déjà de métier, et quand on m'a demandé de choisir mon orientation à 14 ans, ça a été très simple pour moi de choisir le parcours d'informatique également. Et ça s'est affiné au fur et à mesure de mes formations. Aujourd'hui, j'ai 10 ans d'expérience dans ce métier. J'ai démarré par des centres pro d'appel pour des fournisseurs d'accès à Internet. Et puis, après mes études, j'ai eu la chance de rentrer dans une enseigne de grande distribution avec un logo petit oiseau rouge et de découvrir les métiers de l'administration système et réseau et de terminer en mai 2024 par de la gestion de projet infrastructure et donc d'évoluer crescendo en fait jusque ce choix de fin de carrière en mai 2024 suite à un burn-out. Et donc du coup voilà, j'ai choisi une réorientation dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard. En ce qui concerne ma deuxième vie, elle est dans l'associatif, puisque en fait je suis tombée dedans en étant petite grâce à mes parents. Dès l'âge de 9 ans, j'ai fait partie d'une association de carnaval du côté de Dunkerque qui s'appelle les Peulemuches, dont je parlais dans l'épisode d'introduction. Et puis, au fur et à mesure, je me suis un peu éloignée parce que les études faisant, c'était un petit peu compliqué. Et puis un jour, je suis arrivée en école d'ingénieur à Troyes et j'ai rencontré des membres de Campus 3 qui m'ont confié l'organisation du Téléthon à l'échelle des étudiants. Ça a été une sacrée expérience puisque j'ai eu 1 mois et demi top chrono. Donc à peine arrivée en tant qu'étudiante, on m'a confié tout de suite ce projet et c'est un challenge que j'ai adoré réaliser pour la simple et bonne raison que en fait ça m'a permis de créer du lien avec les autres écoles de la ville, entre autres l'institut universitaire, l'école de commerce, mais également Supinfo 3 et donc évidemment les étudiants de l'école d'ingénieur dont je faisais partie. Alors malheureusement j'ai quitté la région de Troyes, je suis revenue dans mon nord natal. Et là, je me suis dit que je voulais continuer à promouvoir le Téléthon. Et donc, j'ai créé une association qui s'appelle Un câlin pour la vie, qui a œuvré pour différentes associations, différentes causes. L'objectif était de faire des free hug parties au profit d'autres associations, de récolter des fonds et de donner de la visibilité surtout. Donc j'ai commencé par le Téléthon, puisque je connaissais déjà la cause. Et puis une autre cause qui me tenait à cœur, c'était la lutte contre la leucémie. Et donc je me suis rattachée à l'association Laurette Fugain. Et cette fois-ci, j'ai mis mes compétences en organisation, déjà un petit peu de gestion de projet, pour organiser des soirées caritatives, des soirées avec des humoristes, des chanteurs, pas mal d'artistes qui m'entouraient déjà à l'époque. Et puis, dans les causes aussi que j'ai défendues, la lutte contre la mucoviscidose avec l'association Grégory Le Marchal. Et ça a été vraiment très inspirant pour moi. Et puis, j'ai continué mon parcours dans l'associatif. Et en 2015, j'ai rencontré des artistes
et qui m'ont fait rencontrer les membres de la guilde d'Olrork, qui était une association arageoise qui organisait le festival médiéval fantastique qui s'appelle Atrébatia Escale Imaginaire. Et tout de suite, je me suis sentie comme chez moi. J'ai démarré comme jeune bénévole photographe. Et puis au fur et à mesure, j'ai voulu m'investir un petit peu plus dans l'association jusqu'à intégrer le conseil d'administration et devenir la chargée de communication, d'une part. Et puis j'ai continué encore et encore à montrer de quoi j'étais capable. Et j'ai terminé mon dernier mandat en 2023, puisqu'aujourd'hui l'association n'existe plus, en tant que chargée de la stratégie numérique. Et donc aujourd'hui, ça fera, en septembre prochain, en tout cas, ça fera 20 ans réellement que je fais de l'associatif à travers différentes expériences, que ça soit à l'échelle étudiante, que ça soit caritatif, que ça soit aussi plus culturel, on va dire, de l'investissement là-dessus. Et aujourd'hui, c'est grâce à ça que je fais une reconversion professionnelle dont je vais vous parler dans quelques instants. Et puis, jamais 203, ma troisième vie dans ce monde, c'est l'entrepreneuriat. J'ai eu une première expérience que j'ai démarrée en 2011 et qui a duré pendant 3 ans, où je me suis mis en tant que prestataire informatique à domicile. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte, quand j'étais en plateforme d'appel pour les fournisseurs d'accès Internet, qu'il y avait un fossé parmi les différents clients que je pouvais avoir au téléphone. Il y a des gens qui étaient déjà très compétents en informatique, qui se laissaient guider facilement. Et à l'inverse, il y a des gens qui achetaient un ordinateur pour faire des démarches, par exemple, administratives comme les impôts, et qui, par contre, ne savaient absolument pas se servir des outils qu'on leur mettait à dispo. Et donc, en fait, je me suis dit qu'il y avait un créneau à prendre. Donc j'ai lancé cette activité dans mon quartier initialement à Lille, et puis tout doucement j'ai étendu et j'ai développé plein de compétences, et je me suis découvert pluridisciplinaire, puisque j'étais à la fois chef d'entreprise, secrétaire, comptable, commercial, la chargée de communication, mais aussi forcément la technicienne sur le terrain, ce qui m'a valu d'ailleurs des expériences un petit peu rigolotes. Mais je me suis pas laissée abattre, j'ai développé mon activité, j'ai créé un site internet, je me suis créé toute une communauté sur les réseaux sociaux, et ça a très bien marché. Malheureusement, j'ai repris mes études, et en étant diplômée, ça a été incompatible avec des horaires de travail de bureau, sinon j'étais jamais chez moi, et du coup j'ai décidé de tout stopper. Mais pour autant, quand j'ai été diplômée, je me suis surtout retrouvée 6 mois au chômage, à me poser la question de savoir si j'avais fait les bons choix de carrière aussi, et je me suis rendu compte, grâce à un ami, que j'avais acquis énormément de compétences et que je pouvais les réinvestir autrement. Et c'est comme ça qu'est née Cocinelle, donc mon entreprise actuelle. Au départ, plus orientée autour de la communication, qui était une des facettes que j'avais le plus développée, avec la création de flyers, la création de sites internet, de l'animation sur les réseaux sociaux. Et puis en 2015, alors que j'étais modèle, je fais la rencontre de Thierry, qui représente BV Photo Studio, qui est un photographe de l'agglomération lilloise, qui pratique ce qu'on appelle la photothérapie, et qui m'a redonné confiance en moi à un moment donné où je doutais, et qui a eu l'audace de me proposer de travailler avec lui. Et en fait, un jour, on va sur une séance photo pour alimenter son book, et en fait, il me tend la main et il me dit voilà, dans la valise, là, il y a 2 boîtiers, si tu veux, tu te sers, t'en prends un, et tu fais les photos de backstage, les coulisses, les préparatifs, tout ça. Et je lui dis ok. Je prends un des appareils photo, je commence à faire quelques photos en off, et puis j'ai une modèle en fait qui vient me voir et qui me dit écoute, si tu veux, on va essayer. Je dis pourquoi pas. Et puis au final, on est parti comme ça toute la journée sur 2 lieux emblématiques de la ville de Lille. Et à la fin de la journée, je rends le boîtier à Thierry et je lui dis écoute, de toute façon, on est sous contrat, tu fais ce que tu veux, s'il y a des photos qui sont exploitables, vas-y. Il rentre chez lui, je rentre chez moi, et 1 heure après, j'ai un coup de téléphone où il me dit tu vas pas me dire que t'as jamais touché un appareil photo pro de ta vie ? Je dis si, en partie. Là, en l'occurrence, j'avais fait toute la journée de la photographie en mode automatique, sans m'inquiéter des réglages et tout. Et il me dit écoute, la semaine prochaine, tu passes au studio et tu viens choisir le boîtier que tu veux et tu te fais la main. Il y a un truc. Je l'ai écouté, j'ai pris un de ces boîtiers. Pendant toutes les semaines qui ont suivi, j'ai sorti régulièrement le boîtier après mes heures de travail.
je me suis fait la main et 1 mois et demi après, j'ai acheté mon premier boîtier. Et ça fait donc 10 ans maintenant que je fais de la photo et que j'ai développé le même type d'activité que Thierry, mais cette fois-ci en accompagnant principalement les femmes. Et puis, j'ai continué ma vie dans l'informatique, j'ai continué cette activité-là du coup en tant que photographe et chargée de communication. Et puis en 2023, je me suis retrouvée 2 mois en intercontrat, à me lever un jour le matin et me dire: «Est-ce que l'informatique, c'est encore fait pour moi?» Et j'étais presque harcelée pour utiliser les financements que j'avais sur mon compte de formation. Et je me dis: «C'est peut-être l'occasion de faire un bilan de compétences». En tout cas, c'est ce que mon entourage me suggère. Et je décide de me faire accompagner par Mempacap. Et j'ai la chance de rencontrer Florence, qui était ma coach et qui m'a aidée, qui m'a permis de faire des tests de personnalité, de poser aussi un peu mon parcours sur écran et de me prendre conscience à quel point il a été riche en une 30aine d'années. Et de me dire à la fin de cet accompagnement qu'il y a un tiers de compétences en fait qui sont pas utilisées, qui viennent principalement du monde associatif et que ça pourrait devenir un business. Alors j'y crois pas sur le coup et je me dis je vais me faire vérifier ça par le monde qui m'entoure et entre autres au niveau médiéval fantastique et je me dis allez, va à la rencontre des professionnels, pose-leur la question. Et je me souviens très bien un jour d'être sur un gros salon à Compiègne qui a lieu au mois de novembre et d'avoir échangé avec une artiste de la compagnie Lutka, qui fait des marionnettes et de la déambulation costumée, et qu'elle me dise, c'est Soraya, et Soraya me dit, écoute, vas-y, essaye, de toute façon ça te coûte rien, si ça marche pas, c'est pas grave, t'as un métier et des bagages à côté, vas-y. Et je l'écoute. Je prends le temps en novembre-décembre de mûrir la question, et en janvier 2024, je décide de faire un changement administratif au niveau de mon entreprise et d'intégrer l'événementiel. Je développe mon activité et étant du coup demandeur d'emploi, je profite d'avoir ce temps à ma disposition pour avancer. Et puis en 2025, on me parle de plus en plus de formation et je tombe sur une plateforme qui s'appelle Ténor et qui met en relation des professionnels et des organismes de formation privés, post-bac. Et je tombe sur une formation qui colle pile poil à ce que je fais depuis des années en fait en tant qu'asso, un module qui s'appelle Conception et gestion de festival. Et j'accepte du coup de signer. En 15 jours de temps, ça se fait avec IPAC Bachelor Factory. Et je forme une promo de 7 élèves de Bac+3 événementiel à la conception et la gestion de festival. Et je m'éclate. Et je découvre que j'ai une façon de transmettre qui plaît, que j'ai un réel sens pédagogique. Et donc aujourd'hui, c'est une nouvelle corde que j'ai rajoutée à mon arc depuis le début de cette année. Et donc aujourd'hui, je suis officiellement la fondatrice de Cosinel, qui est devenue une agence événementielle basée dans la région lilloise. Et je me suis spécialisée dans la valorisation du patrimoine culturel des Hauts-de-France, puisque j'ai été bercée par ça grâce à mes parents et qu'aujourd'hui, je prends conscience de l'intérêt de continuer à transmettre toutes ces valeurs. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question de savoir pourquoi Cosinel pour le nom de mon entreprise. Eh bien en fait c'est très simple, c'est un petit jeu de mots avec mon nom de famille, donc les 3 premières lettres K-O-C sont les premières lettres de mon nom de famille. Et puis l'image de la coccinelle, c'est la fameuse bête à bon Dieu, celle qui porte chance. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ayant des origines asiatiques, le rouge, c'est la couleur de la fortune, c'est-à-dire de la chance. Et donc, en fait, ça a été tout trouvé de prendre cet emblème pour mon entreprise. Et si vous avez d'ailleurs l'occasion de me croiser lors de prestations, je suis souvent en rouge et noir, pour ne pas dire rouge à pois noirs. Voilà, ça fait partie de ma marque de fabrique. Et d'ailleurs, j'ai choisi comme slogan « Donnez de l'envol à vos projets », puisqu'aujourd'hui, au-delà de la réalisation clé en main d'événements ou l'accompagnement au niveau communication, je suis surtout là pour conseiller des structures existantes et leur donner toutes les astuces pour pouvoir avancer correctement dans le cadre légal. La deuxième question qu'on m'a souvent posée, c'est quel a été le tournant décisif qui a transformé ton parcours, ta plus grande blessure, entre guillemets, en mission de vie aujourd'hui? Et c'est très simple, c'est mon burn-out en octobre 2023. Et je remercie encore la psychologue qui m'a accompagnée pour
détricoter tout ça et prendre conscience de qui j'étais et de ce qui était correct et pas correct dans ce que je vivais à l'époque. Et en fait, j'ai vraiment eu cette sensation de ne plus être à ma place. Et donc, ce burn-out, quelque part, il a été salvateur pour moi, puisqu'il a été un révélateur de qui je suis vraiment. J'ai l'habitude de dire une zèbre, alors ça fait sourire tout le monde. On dit aussi neuroatypique. Je suis quelqu'un qui est foncièrement hypersensible, empathique et hyperactive. Je suis curieuse de beaucoup de choses. Je suis incapable de rester seule chez moi à ne rien faire, sauf quand des sujets, des projets m'intriguent. Mais voilà. Et donc avant, j'étais intégrée dans un moule que la société nous impose au point d'y laisser ma santé. Et aujourd'hui, en fait, je prends une posture complètement différente et je cherche à faire bouger les lignes avec une vision qui est peut-être tranchée, très tranchée parfois, mais au moins qui ouvre les consciences. Et ça fait partie de mes objectifs de vie. Alors tout ça, c'est pas possible tout seul. Il y a forcément des gens sur ma route qui m'ont inspirée. Et les premières personnes, ce sont les femmes de ma famille, tout simplement. Mes arrière-grand-mères, ma grand-mère paternelle, ma mère. Ma famille a été de chaque côté touchée par les guerres. La Seconde Guerre mondiale d'un côté, la guerre du Vietnam de l'autre. Et je pense que ça a forgé le caractère dans la famille, de battants, de gens qui ne se laissent pas marcher dessus non plus, qui s'affirment, qui disent haut et fort les choses, tout en protégeant les proches. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait ma force aussi, c'est d'avoir gardé cette résilience. La deuxième chose qui m'a fortement inspirée sont tous les livres de développement personnel que j'ai l'occasion de lire depuis l'âge de mes 16 ans, et j'y reviendrai après. Et aujourd'hui, avec les outils que nous avons à notre disposition, évidemment tout ce qui est podcast, tout ce qui est témoignages d'influenceurs qui confirment petit à petit les voies que j'ai choisies, professionnelles, personnelles. Et donc voilà, c'est une vraie source d'enrichissement pour moi et de prise de conscience. Et puis le dernier cercle de personnes qui m'inspirent sont tout simplement les professionnels, les entrepreneurs qui m'entourent. Parce qu'ils ont chacun des parcours très différents et pourtant avec énormément de similitudes. Ils font preuve d'une bienveillance sans faille. Quoi qu'il arrive, on ne se voit absolument pas les uns les autres comme des concurrents. Et ça fait du bien, surtout dans la société d'aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, je voulais aussi les remercier. Je pense qu'ils se reconnaîtront en écoutant. Mais pour moi, aujourd'hui, toutes ces personnes, que ce soit ma famille, mes proches, les professionnels que je peux entendre et toutes ces personnes qui écrivent autour du développement personnel sont des preuves vivantes pour moi de la résilience, qui est, je pense, le mot-clé de ma vie depuis 2025. Et c'est cette force de transformer les épreuves de la vie en expériences qui nous permettent de devenir meilleurs chaque jour. Et donc voilà. La question également qu'on m'a posée, c'est au-delà de ce qu'on voit de moi, quelle est la force intérieure, qu'il s'agisse d'une passion secrète, d'une lecture ou d'un mantra, qui me nourrit et me sert de boussole au quotidien. Eh bien, en fait, j'ai 3 livres de référence, d'une part. Le premier, c'est Le courage d'être soi de Jacques Salomé. C'est le premier ouvrage de développement personnel que j'ai ouvert. J'avais 16 ans. Je venais de me faire larguer. Je suis quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle à l'époque. Et ça a été un vrai raz-de-marée. Et en fait, cet ouvrage m'a permis de remettre, comme on dit, l'église au milieu du village. Et de me faire prendre conscience qu'on était chacun unique et que on avait tout à fait notre place dans ce monde, quel que soit le passé ou le présent, qu'on pouvait traverser. Donc Jacques Salomé, d'ailleurs, fait partie des auteurs que j'ai beaucoup dans ma bibliothèque à la maison. Le deuxième ouvrage, lui, il s'adresse plus sur le plan professionnel. C'est Le management bienveillant 2.0 par Gaël Châtelain-Berry, que je vous invite à suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, où il est très actif. Qui m'a aussi fait une deuxième prise de conscience sur la façon dont je gérais mes équipes dans mon métier dans l'informatique,
où j'ai toujours eu des doutes. J'ai été remise en question aussi par ma hiérarchie à l'époque, et où en fait je me suis rendu compte que après le Covid, j'avais adopté naturellement une posture assez bienveillante envers mes équipes projets, et qu'aujourd'hui j'essaye encore de maintenir lorsque je travaille en événementiel avec des gens qui viennent de partout, avec des profils très éclectiques, que ça soit avec des techniciens, avec des artisans, des artistes, différents types de prestataires. Aujourd'hui, je fais très attention à ça, au point même de me reprendre des fois en me disant « Ah, je suis vraiment désolée, j'ai pas eu un comportement adapté ». Et en plus, aujourd'hui, je suis aussi sensibilisée à tout ce qui est violence sexiste et sexuelle, et c'est quelque chose de très important pour moi dans le milieu dans lequel j'évolue. Le troisième livre, et là ça fera écho à ce que je disais en introduction à mon sujet, il s'intitule « C'est l'histoire d'un zèbre » de William Raygeau. C'est un livre que j'ai découvert au hasard d'une étale dans une librairie, et quand j'ai ouvert les premières pages, tout de suite je me suis dit « Ah, c'est quand même moi, ça me ressemble vachement, quoi ». À ce jour, j'ai terminé ce bouquin, et j'y réponds à 90%. Je suis en 90% en phase avec l'auteur, et les 10% restants, je pense que c'est lié à mon parcours. Mais ça a été un vrai révélateur, et je pense que c'est tombé au bon moment, juste à la sortie de mon burn-out, au moment où je quitte le monde de l'informatique, pour prendre conscience qu'en fait, il y a d'autres façons de voir le monde, et que je ne suis pas anormale, c'est juste que je ne rentre pas dans les cases qu'on essaie de m'imposer. Voilà. Et la dernière auteure, et là je ne vais pas citer d'ouvrage en particulier parce qu'en fait c'est sa bibliographie complète qui m'interpelle aujourd'hui et qui est en phase avec qui je suis devenue, c'est Isabelle Serres, que j'ai l'occasion aussi de suivre sur les réseaux sociaux, et qui fait plein de petits réels, un petit peu entre guillemets coup de poing, et qui sensibilise aussi à pas mal de choses. En tout cas, elle a une vision qui me plaît beaucoup, et donc je la suis énormément sur les réseaux. Et voilà, et après, il y a plein d'autres reportages d'influenceurs et de podcasts que j'écoute, mais c'est ceux que j'ai choisi de vous partager aujourd'hui. Dans les mantras, en revanche, qui m'accompagnent, il y en a 3 également. Le premier, c'est « qui ne tente rien n'a rien ». Je pense que c'est comme ça qu'on m'a éduquée aussi, en me disant non mais arrête de dire que ça t'es pas capable, au final, je suis sûre que tu peux le faire, il faut juste que tu t'en donnes les moyens. Que c'était une question de volonté. Et aujourd'hui, je prends conscience que ce mantra, il m'a aidé sur toute une partie de ma vie, et aujourd'hui, il revient de temps en temps, mais c'est beaucoup moins prononcé parce qu'avec la maturité, je pense, j'ai pris du recul là-dessus. Le deuxième mantra, et qui lui occupe beaucoup mes pensées depuis le début de cette année, c'est « arrête de t'excuser d'être qui tu es ». Pour la simple et bonne raison que, avec ce profil atypique et neuroatypique, on m'a souvent rendu coupable de certaines choses, et qu'aujourd'hui je me rends compte qu'en fait c'est juste que j'étais incomprise, et que on a la possibilité de cohabiter avec des gens qui ne nous comprennent pas, sous réserve qu'il y ait du respect et de la bienveillance. Donc aujourd'hui je me laisserai plus marcher sur les pieds parce qu'on me dit que il faudrait que je fasse comme ci, ou il faudrait que je dise ceci. Non, c'est fini, et j'avance là où je pense que ma place est, et je ne m'excuse plus. Et le dernier, et c'est celui qui résonne d'autant plus quand on regarde le fil conducteur de mon activité, c'est se souvenir d'où on vient pour savoir où on va. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je valorise le patrimoine culturel de la région des Hauts-de-France. C'est la raison pour laquelle aussi je lance ce podcast, parce que je pense qu'il faut qu'on se rappelle que l'histoire avec un grand H a forcément laissé des traces aujourd'hui, et qu'on doit continuer à préserver ce patrimoine matériel comme immatériel pour ne pas répéter les erreurs du passé, et surtout pour continuer à construire sur ce que nos ancêtres ont fait. Et ça, c'est hyper important pour moi. Voilà, vous en savez un peu plus déjà sur mon parcours personnel, professionnel, sur mes inspirations. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous donner un conseil si vous avez envie d'entreprendre. Foncez, mais surtout ne restez pas seul. Il existe au niveau national en France de nombreuses structures qui accompagnent les créateurs d'entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat, des organismes comme les BGE. Moi, j'ai choisi de
mettre en lumière des structures un peu plus locales, avec entre autres Little Big Women, qui est une association lilloise qui aide les femmes entrepreneuses dans la création, la reprise ou le développement de leur activité. C'est grâce à elles qu'aujourd'hui je suis encore créatrice d'entreprise et que je n'ai pas renoncé. C'est grâce à des conseils avisés de leur part. Et c'est aussi grâce à ces personnes et à des entrepreneuses de talent que j'ai pu rencontrer que ça m'a donné envie de créer ce podcast. Et donc je tiens particulièrement à les remercier parce que sans elles, tout ça n'aurait probablement pas vu le jour ou pas de cette manière-là. Mais je suis également entourée de professionnels dans mes domaines de compétences et moi j'ai fait le choix d'intégrer le club d'affaires Lille Event qui regroupe les professionnels de l'événementiel, de la communication et du tourisme d'affaires. Il y a également Place de la Com pour ceux que ça intéresse, mais je suis certaine que dans vos domaines d'expertise, il y a forcément un club d'affaires ou un réseau d'entrepreneurs qui vous correspondra. On m'a souvent aussi posé la question, savoir si je souhaitais transmettre un message à ces entrepreneurs, lequel serait-ce au-delà des conseils que je viens de vous donner. Et je vais vous dire simplement la phrase que m'avait dit Florence, ma coach, pendant le bilan de compétences, et même à la fin du bilan de compétences, elle m'avait dit « N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous lancer ». Et je pense que quand je me suis retrouvée, après ma fin de mission, au mois de mai 2024, seule chez moi pendant une semaine, à me reposer, c'est la phrase qui a résonné le plus et qui a été le plus gros déclencheur pour moi, et qui m'a fait me lancer, en fait. Et j'ai eu la sensation de sauter dans le vide, de ne pas savoir ce qui allait se passer de l'autre côté, et pour autant de ne pas hésiter une seule seconde. Voilà. Je ne suis pas parfaite, je ne pense pas que les conseils que je puisse vous donner techniquement seront judicieux. En tout cas, c'est mon partage d'expérience que je vous transmets. Mais aujourd'hui, c'est ce que je souhaite vous transmettre. Et après ? Alors, c'est une question qu'on m'a posée en tout début de cette année, en me disant « Tu te projettes comment cette année ? Et pour toi, quel est le plus gros challenge que tu souhaites relever cette année ?» Alors, j'ai beaucoup de projets à l'esprit. On m'a souvent dit que j'étais un kaléidoscope, plusieurs facettes, plusieurs couleurs, multicompétences, pluridisciplinaire, multipotentiel, vous mettez l'adjectif que vous voulez. La première chose que j'aimerais vraiment développer cette année, c'est la formation et rendre ça le plus accessible possible, que ça soit aux étudiants, par le biais des écoles, que ça soit aux professionnels, aux entrepreneurs qui m'entourent, mais également aux associations qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Et donc je suis en pleine réflexion et vous pourrez à l'occasion voir sur mon site internet les différentes possibilités que j'ai actuellement à l'esprit. Et puis je fête quand même cette année le passage à la dizaine supérieure, je passe la quarantaine. Je pense que toute cette reconversion est une crise avant l'heure, comme j'ai l'habitude de le dire, et pourquoi pas faire un retour aux sources, avec entre autres un retour de la photo dans ma vie, et des projets avec mon complice de l'époque, Thierry, donc BF Photo Studio, qui m'a propulsée dans ce milieu et qui aujourd'hui m'a donné la confiance aussi de faire tout ce que je fais. Et pour autant, j'ai toujours à l'esprit ce que j'appelle moi mon Everest, c'est-à-dire cette fameuse montagne qui paraît infranchissable, mais quand on s'y prépare bien et quand on y va palier par palier, on peut y arriver. Et le mien, en fait, ce serait de travailler pour une structure comme le Puy du Fou. Alors vous allez me dire pourquoi le Puy du Fou ? Simplement parce que c'est une machinerie de dingue. Au niveau culturel, au niveau artistique, ça brasse énormément de monde, de nationalités complètement différentes. Et c'est aussi des choses qui font rêver le public. Donc on peut critiquer autant qu'on souhaite cette structure pour des raisons politiques, ce qui n'est pas mon cas. En tout cas, voilà, c'est l'objectif ultime, et c'est tout comme en informatique, mon objectif c'était de devenir chef de projet. Ce palier a été atteint, tout ce qui se passait après pour moi c'était que du plus. Et aujourd'hui, dans l'événementiel et la communication, ce serait le Puy du Fou. Et si je venais avoir ne serait-ce qu'un contrat saisonnier chez eux, je tends la main à ceux qui connaîtraient des gens qui travaillent là-bas, ce serait déjà une très belle opportunité pour moi. Voilà, on vient de passer une bonne trentaine de minutes ensemble.
vous en savez plus sur mon parcours, sur pourquoi j'ai créé mon entreprise, sur qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui, sur mes projets à venir, et j'essaie de ne pas trop en révéler et de garder un peu de surprise. Si vous souhaitez prolonger cette discussion, on peut toujours se retrouver sur Instagram et sur Facebook où je suis ouverte aux commentaires, aux échanges, évidemment toujours dans le respect et la bienveillance. Et puis, quand il s'agit de notre prochaine invitée, je vais garder un petit peu le secret encore, mais sachez qu'il s'agit d'une personne très chère à mon cœur, une créatrice, et j'ai hâte de vous partager son parcours. Ensemble, on prend notre envol. L'amitié comme une boussole vers un horizon qui nous rassemble, plus forte de créer ensemble